Bonjour, bienvenue sur On2Pwn, une chaîne de sécurité informatique comme une autre qui vous apprend un peu les bases de la sécurité informatique, offensive et un peu défensive. Aujourd'hui, on verra les Reflected XSS dans un contexte PHP, un PHP natif, hein. On va pas parler de framework ni rien, on parle vraiment de PHP dans son utilisation la plus simple. Alors aujourd'hui, on verra une description des Reflected XSS sur PHP, comment détecter cette faille dans un environnement black box, comment l'exploiter. On verra aussi alors, quels sont les différents contextes dans lesquels on peut retrouver cette faille et comment les corriger avec la cheat sheet. On verra un exercice qui peut vous apprendre peut-être à utiliser les Reflected XSS dans un contexte un peu plus CTF, aller plus loin dans ce milieu-là, et enfin je vous donnerai quelques sources pour en apprendre davantage aussi. Alors la description, c'est qu'une Reflected XSS, c'est une variable qui n'est pas proprement réfléchie dans le code client. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir en exemple. Vous avez ici un code PHP qui va juste réfléchir une variable en brut, hein, directement en mode hardcodé dans le code client. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre, hein? Alors si vous ne faites pas du tout de PHP, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors vous avez déjà le tag de départ PHP, évidemment, qui définit le code côté backend. La fonction echo, donc qui va réfléchir quelque chose. On a $_get qui signifie que vous allez utiliser le verbe HTTP get euh, tout simplement, hein. On prend un élément du verbe HTTP get et ici on désigne la variable var. Donc ça veut dire qu'on va juste récupérer la variable dans l'URL qui s'appelle var et on va l'afficher. Donc ici un attaquant pourra écrire script alert 1 script. Donc pour rappel, ces scripts, c'est juste la balise pour écrire du JavaScript et alert 1 c'est une fonction JavaScript qui permet d'afficher une pop-up. On va l'exécuter parce que ça se reflètera ainsi dans le code. Comme vous le voyez, alors j'ai mis du coup du syntax highlighting pour que vous compreniez qu'on va vraiment écrire du script directement dans le code client. Donc si un jour je vous envoie une URL avec écrit var égale script alert un script, ça va s'afficher comme ça chez vous et vous allez avoir une pop-up qui va arriver. Et donc ça c'est la description de la faille XSS. Vous voyez que ce n'est pas proprement réfléchi. En aucun cas, on devrait pouvoir afficher ce genre de choses dans un code client, via un paramètre utilisateur surtout. En termes d'impact, une Reflected XSS, ça peut mener à plusieurs choses. D'abord du vol de données personnelles, on va parler de cookies, de noms d'utilisateurs, de OS utilisé, de navigateurs utilisés, pas mal de choses, et même pourquoi pas même l'IP utilisé. Alors on peut aussi faire des attaques de type web skimming. Le web skimming, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très connu, ce sont des attaques qui vont exécuter un JavaScript malveillant qui va essayer de faire du keylogging avec un peu de stéganographie pour l'exfiltration de data pour généralement dérober des numéros de carte bleue ou ce genre de choses. Et c'est pas très visible parce que ça va être dans des. Imaginons si vous importez une librairie style Ajax ou jQuery, on va dire jQuery, vous importez jQuery, peut-être que dans une version que vous importez, des attaquants auront réussi à injecter du code à l'intérieur de cette version, ce qui va faire que vous allez exécuter leur code et le client aura ses données personnelles volées. Bref, c'est une attaque assez sympa à voir. Enfin, c'est un type d'attaque. Et ce qu'il y a derrière, c'est surtout beaucoup de stéganographie. On peut aussi faire du déni de service, même si c'est pas vraiment le truc qu'on cherche à faire avec une Reflected XSS, parce qu'on peut manipuler le DOM en lecture et en écriture. On peut aussi faire du coup du defacing. Mais là encore, c'est un peu bête parce qu'on le fait grâce à des paramètres URL. Donc si vous changez les paramètres URL par des trucs qui sont safe, qui sont prévus par l'application, vous n'aurez pas ce problème-là. Par contre, ça peut vraiment servir pour du phishing. Si demain, je vous envoie un petit bon, vous savez, un petit bon d'avis de passage de la poste, avec une URL que j'aurai sûrement raccourcie, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir des paramètres URL que moi j'aurais définis, et là je vous mets devant du clickjacking, devant n'importe quoi, et vous êtes sûrement à même à rentrer vos identifiants. Moi je les récupère, vous vous authentifiez bien sur laposte.fr. Bref, vous êtes perdant, je suis gagnant. On peut avoir aussi des attaques de type CSRF. Pour rappel, une attaque de type CSRF, c'est tout simplement lorsque vous allez manipuler l'envoi de formulaires. Par exemple, si vous êtes administrateur d'un site, qu'on vous envoie une URL de votre même site, vous allez cliquer dessus,
Mais en fait, derrière, l'attaquant va faire en sorte de s'octroyer des droits directement via votre compte, puisqu'il est administrateur. C'est une attaque assez redoutable, très intéressante, et une Reflected XSS, ça peut mener à ce genre d'attaque. Alors comment détecter cette attaque, cette faille? D'abord, il faut détecter la réflexion d'un paramètre URL dans la page, dans le retour HTML. Alors comment on fait ça? Eh bien, vous avez très bien compris que vous allez envoyer sûrement un hash ou n'importe quoi et vous allez juste CTRL F la page, regardez s'il se réfléchit bien. Alors moi, je vous invite à envoyer vraiment un seul caractère, vous savez, genre une ligne de A ou un truc comme ça, parce que si un caractère est mal réfléchi, eh bien, vous ne pourrez pas le détecter. Alors après, il faut comprendre le contexte du coup de cette réflexion. Alors, où est-ce que ça va se situer? Dans un attribut? Dans un tag? Est-ce qu'il est filtré? Est-ce qu'il y a des ban words? Est-ce qu'il y a des ban cars, etc. Bref, c'est une étape qui est la plus cruciale. En CTF, c'est cette étape qui est généralement la plus dure. Et enfin, vous allez exécuter votre script. Alors, en détection, on va surtout exécuter alerte 1 ou print. Je vous conseille d'utiliser print parce que les navigateurs tendent à vouloir supprimer la fonction alerte, la fonction console.log, etc. On va préférer la fonction print. Et c'est qu'en détection black box, hein, en pentest, vous n'allez pas exploiter réellement la chose. Vous allez juste dire, il y a un alerte 1 que je peux exécuter. Par conséquent, je peux exécuter n'importe quoi derrière. C'est ça l'argument. Alors, il existe plusieurs types de payload pour la détection des XSS reflected. Et moi, je vous conseille celle de Portswigger parce que bah, déjà, c'est ma préférée. Et qu'en plus de ça, elle vous fournit vraiment une panoplie de payload qui diffèrent vis-à-vis des navigateurs. C'est vraiment intéressant et c'est très 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 pratique dans une situation de pentest. Alors, l'exploitation, en général, dans une Reflected XSS, on va, comme je vous l'ai dit au tout début, essayer d'exfiltrer des données personnelles et surtout les cookies de session. Alors comment on fait? Il y a plusieurs manières. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va devoir à un moment donné envoyer une requête à un site euh, avec justement les cookies de session. Donc ici par exemple vous l'avez par le biais d'une image, hein, d'un tag image. Comme vous le voyez, la source est invalide, donc on va switcher dans la fonction onError et là on va en fait envoyer tout simplement les cookies. Donc document.cookie, comme vous l'avez compris, euh, c'est l'attribut de votre document qui a les cookies qui ne sont pas en HTTP only. Parce que oui, si vous avez mis des cookies de session en HTTP only, eh bien vous êtes sécurisé, tout simplement. Donc c'est assez simple au final de se protéger contre certaines XSS et contre surtout de l'exploitation. On peut faire le POC, mais on ne pourra pas vous voler les cookies, qui est quand même la plus grande menace. Au niveau des cheat sheets, alors voici un petit exemple, hein, l'exemple du début. Alors comme vous l'avez compris, on va récupérer, si on met script alert un script dans la variable URL var, ça va s'exécuter. Comment on fait pour s'en prémunir? On fait HTML, on exécute la fonction HTML en code juste avant, qui va permettre de filtrer les, euh, les tags HTML dans la variable. Donc là où je vais exécuter script alert un script, ça va s'afficher de la même façon. Par contre, imaginons le inférieur, hein, le petit chevron inférieur, va être remplacé par un esperluette LT, laser Dan, avec un point virgule. Donc ça va s'afficher du côté client, mais ça ne va pas s'exécuter. C'est ça qui est très intéressant. Et dans ce contexte-là, vous avez que des balises qui ne sont pas scripts, donc ça ne peut que marcher. Vous ne pouvez pas utiliser ce code sécurisé dans une balise qui serait script et non pas P. Ensuite, aussi, vous pouvez l'avoir dans un attribut. Donc là, vous voyez que le payload diffère un peu. J'ai mis un double quote hein, pour m'échapper justement de la value, de l'attribut value. J'ai mis un espace, le %20, et onload égale alerte. Pareil, c'est ma détection. Alors j'ai mis deux backticks à la fin, au lieu de mettre parenthèse, un parenthèse, tout simplement parce que c'est possible de le faire, donc on va pas se gêner. Et donc là, pareil, ça va s'exécuter, on va pouvoir afficher une pop-up. Comment se prémunir de ça? Bah là, vous avez juste des doubles quotes, vous devez juste ne pas vous échapper des doubles quotes. Donc on va juste utiliser la fonction HTML special cars avec ENT quotes, qui est la fonction entities quotes, plutôt la variable globale. Pourquoi on le fait? Alors de souvenir, c'est fait de manière implicite, mais moi je le mets de manière explicite parce que c'est le plus important. Quand vous allez auditer du code, il faut quand même
qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce que vous faites avec cette fonction-là. On touche à beaucoup de langages de programmation, donc soyez explicite dans votre code, mettez bien qu'on n'échappe pas ici aux entities codes. Encore un autre contexte, ici on va être plutôt sur du JavaScript directement. Alors le JavaScript, je tiens à vous le dire, si vous faites de la réflexion JavaScript, soyez très précis sur la sécurisation de celui-ci. Parce qu'on n'est pas sur du HTML où ça va vraiment être simple. Là, on est sur un programme, hein, sur un code. Et donc, c'est comme se prémunir d'une buffer overflow. Ça passe par beaucoup de processus, pardon. Et donc, quand vous avez un flow d'exécution qui est vraiment énorme, vous allez avoir vraiment du mal à vous sécuriser de cette réflexion. Alors ici, comme vous le voyez, je mets juste un simple quote plus alert 1 plus. Et ça me permet tout simplement de m'échapper du caractère et d'exécuter alert 1. Au cas où, si le plus ne marche pas, vous pouvez toujours utiliser un slash qui est la division, double slash, je ne sais plus si ça existe en JavaScript, le pourcentage qui fait modulo, le multiplier, enfin l'astérix, etc. Bref, vous pouvez exécuter plein de choses à la place du plus, ça marche, ça va s'exécuter. C'est pas un souci, c'est une fonction, comme vous le savez en programmation, on va exécuter la fonction avant de savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. Bon alors là, du coup c'était assez simple de le sécuriser, hein, pareil HTML Special Cars. Mais si vous êtes vraiment dans un contexte d'un énorme flow, vous ne savez pas où vous mettre les pieds, moi je vous conseille de faire ce qu'on appelle de l'analyse dynamique par teinte. Ça veut dire que vous allez prendre chaque caractère de X, hein, maintenant que vous allez mettre dans votre variable, et à la fin vous allez voir, alors vous allez suivre le flot d'exécution, vous allez voir qu'est-ce qui change avec quel filtrage. Et à la fin vous savez qu'est-ce qui est filtré, qu'est-ce qui n'est pas filtré. Alors avant, on le faisait mot par mot. Aujourd'hui, on fait caractère par caractère parce que c'est le plus intéressant en termes de recherche de vulnérabilité. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qui est filtré ou pas. Et là, vous pouvez résoudre avec sûrement du Z3 derrière. euh, donc Z3 qui est un solver SMT. Comment exécuter un alerte 1. Et enfin, petit code sympa, là où on va exécuter directement dans du CSS. Donc une autre variante qui est sympa ici, c'est le JavaScript 2.alerte 1. Ça marche très bien, je sais plus vraiment à quoi ça sert, donc je vais pas trop vous en parler ici, de ce préfixe-là. Mais ça marche, c'est des payloads qui existent, donc on est content. Faut pas non plus tout savoir, hein, on travaille sur tellement de sujets que ce que je vous présente, c'est quelques petits trucs axés pour les débutants. Au niveau du code sécurisé, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus complexe. Moi, j'ai adopté la politique du je veux du HTTP. De toute façon, au début, je veux du HTTP. Si j'en ai pas, c'est mort, je ne mets rien dans mon paramètre. Alors vous voyez aussi que j'ai mis, au lieu de mettre background URL, j'ai mis background image avec URL. C'est pas si grave que ça change pas grand chose, mais on peut comme ça changer un peu les paramètres. J'ai fait un preg match, donc P, je sais plus pourquoi, mais regex match. Je vais juste prendre la partie qui est après le HTTP ou HTTPS, et je vais l'URL encoder. Et je vais rajouter en préfixe HTTPS, parce que je veux uniquement qu'on fasse des requêtes vers du HTTPS. Ça, c'est utile de URL encoder parce que tous les autres caractères que vous allez mettre à la suite, qui sont peut-être des caractères du type CR, hein, carriage return, line feed, etc., on va les URL encoder et ce ne sera pas traité comme tel. Et ça nous permettra d'éviter tout ce qui est bypass justement de ce paramètre-là. Moi, c'est comme ça que je les sécurise. J'ai pas fait le test pour savoir si c'était 100% sécurisé, mais vous comprenez que dans certains contextes, il faut toucher beaucoup plus précisément au code. Vous ne pouvez pas utiliser des fonctions qui sont déjà toutes faites comme HTML Special Cars. C'est surtout ça que je veux vous présenter. Alors, un petit exercice, tout simple. On a un peu de JavaScript, on a un peu de PHP. Vous voyez que j'ai juste une fonction implode et explode de simple quote dans la variable name. Mais après, je l'affiche. Donc, essayez d'exécuter un alert 1. Et si vous y arrivez, bah, c'est très bien. Mettez-le en commentaire. Sinon, je vous invite justement à encore tryhard sur ce petit exercice. C'est vraiment assez simple. Faut pas beaucoup se prendre la tête dessus. Pour aller plus loin, je vous invite déjà à mieux comprendre les contextes, parce qu'en CTF, c'est ça qui va faire la différence. Que vous compreniez quels sont les caractères qui sont bannis, quels sont les ban words appliqués.
Alors un banword, vous le savez, hein, c'est la pire des solutions. Soit vous faites du whitelist, soit vous en faites pas. Euh, Moi, dans l'exemple précédent, vous savez, j'ai utilisé une regex. C'est pas la meilleure des choses à faire, mais quand c'est bien utilisé, ça marche. Le souci, c'est que ça doit rester assez exceptionnel. Là, par exemple, un banword, si vous mettez script, eh bien, c'est le premier script qui va être banni. Si vous mettez un inférieur SCR et après le script, vous remettez script et à la fin du inférieur, vous mettez IPT et supérieur. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu Steph, je crois que vous voyez quand même de quoi je veux parler. Vous pouvez bypasser ce banword. Pareil avec les documents.cookie, etc. Et le plus compliqué, c'est la réflexion dans un code JavaScript complexe ou obfusqué. Ça, c'est le plus complexe et je vous invite. Bah là, c'est là où je vous dis bonne chance, surtout parce que ça prend du temps et parfois ça ne mène nulle part. Il y a aussi une meilleure compréhension des filtres. Vous pouvez peut-être essayer de faire des tags mal formés, avec par exemple des majuscules, des espaces directement dans le tag. Faire de l'encoding, UTF-7, overlong sur UTF-8, etc. Ça peut des fois marcher, mais là on reste vraiment sur du côté CTF, hein, c'est pas sur du côté réel, ou très rarement. De l'obfuscation, si vous devez obfusquer votre payload, comme les attaques web skimming, ou du bypass de Web Application Firewall, etc. Vous avez beaucoup de filtres qui sont possibles et beaucoup de bypass possibles. Alors je vous présente quand même les sources. Vous en avez au nombre de 4, qui sont d'abord la première Porswigger, qui vous présente eh ben, les réflecteurs d'XSS aussi. La cheat sheet de prévention de l'OWASP, alors elle n'est pas complète, malheureusement, donc elle est encore en cours d'écriture quasiment, j'ai envie de dire, même si elle est assez ancienne. Il y a des trucs, des choses qui manquent. Euh, comment on valide, comment on teste la validation d'input d'après l'OWASP. Et enfin, la cheat sheet d'évasion, hein, d'évasion de filtre d'après le WASP aussi. Celle-là, elle est très intéressante et je vous invite vraiment à la regarder. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me rejoindre directement sur le lien Discord qui sera aussi dans la description. C'est un petit serveur où on est aujourd'hui environ 700 personnes et vous devez résoudre quelques challenges avant d'accéder au statut de membre. Vous avez aussi mon blog ontopon.fr où j'essaie de vous expliquer le fonctionnement des choses avant que vous vous mettiez justement à les exploiter. Et donc le petit site de challenge, unboxziac.fr, il n'y a pas beaucoup de challenges parce que c'est que des challenges d'entrée pour arriver sur Discord en tant que membre. Mais je vous invite quand même à aller dessus parce que c'est intéressant, vous pouvez quand même apprendre des choses. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!